le port de Marseille se réveille dans un soupir gris. Avant même que le soleil ne touche les tuiles des maisons riches, son souffle froid et salé rampe le long des quais, s'infiltrant dans les fissures de ma cabane. Je le sens sur ma peau, une caresse humide qui promet une autre journée de labeur et de douleur. L'air est lourd, épais de l'odeur âcre du poisson pourri, du goudron et de la sueur de 1000 hommes comme moi. Des hommes dont les vies sont mesurées en caisses chargées et en pièces de cuivre jetées avec mépris. Le son du matin n'est pas le chant des oiseaux, mais le cliquetis sinistre des chaînes contre les mâts des navires, le cri rauque des contremaîtres et le grondement lointain de la ville qui s'éveille à sa faim insatiable. Une faim que nos corps sont destinés à nourrir, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils se brisent. Ma journée commence et finit dans l'ombre de l'entrepôt de Monsieur Valois. C'est un monstre de pierre et de bois sombre, une cathédrale dédiée au commerce qui dévore la lumière et recrache la poussière. À l'intérieur, l'air est stagnant, chargé des parfums exotiques des marchandises qu'il a volées à d'autres terres, épices, café, coton. Pour moi, ce ne sont que des pois morts. Mes mains, déjà calleuses et crevassées, agrippent le bois rugueux des caisses, mes épaules brûlent sous la charge, et mon dos est une carte de douleurs anciennes et nouvelles. Chaque mouvement est une répétition de la veille, un rituel de soumission silencieuse. Nous travaillons sans parler, nos souffles et nos grognements formant une prière muette que personne n'écoute jamais. Nous ne sommes pas des hommes ici, mais des engrenages dans sa grande machine à richesse. Parfois, à travers les portes béantes de l'entrepôt, j'aperçois le monde des maîtres. Ils passent dans leurs calèches, des silhouettes lointaines et propres. Les femmes portent des robes dont les couleurs vives semblent une insulte au gris de nos vies. Et les hommes marchent d'un pas assuré, leurs bottes polies ne touchant jamais la boue dans laquelle nous pataugeons. Ils ne nous regardent pas. Pour eux, nous faisons partie du décor, aussi insignifiants que les moutes qui pilent les déchets ou les rats qui grouillent dans les recoins sombres. Leur indifférence est une violence plus profonde que le fouet. Elle nous nie notre existence même, nous transformant en ombres qui s'agitent pour leur confort. Leur monde est fait de soie et de conversations feutrées, le nôtre de toiles rêches et de silence imposé. La peur a un visage. Ici, c'est celui du contremaître, un homme dont le ventre mou dément la dureté de son regard. Il arpente les allées de l'entrepôt, son bâton de bois dur frappant le sol à un rythme menaçant. Il n'a pas besoin de crier, un regard suffit à glacer le sang, à accélérer le rythme de travail, à courber un peu plus les échines. J'ai vu ce bâton s'abattre sur les épaules d'un homme trop lent, le son mat suivi d'un cri étouffé. Personne n'a bougé, personne n'a protesté. Nous avons simplement continué à travailler, le cœur battant plus fort, chacun priant pour ne pas être le prochain. Il est la main de Monsieur Valois, le rappel constant que nos corps ne nous appartiennent pas. Il est la preuve que la moindre faiblesse, la moindre hésitation sera punie sans pitié. La faim noire quand la douleur dans mes membres m'empêche de trouver le sommeil, je lis l'histoire de ma vie sur ma propre peau. Les cicatrices qui zèbrent mon dos sont les lettres d'un alphabet que seuls les esclaves peuvent déchiffrer. Elles parlent d'une plantation lointaine, d'un soleil plus cruel encore que celui de Marseille et de la main du maître. Ces marques sont plus anciennes que mon arrivée ici, un héritage de l'enfer dont j'ai réchappé par un miracle que je ne comprends toujours pas. Mes mains racontent une autre histoire, celle du travail incessant, des cordes qui scient la peau, des échardes qui s'infectent. Mon corps est un livre de contes où chaque jour de servitude est inscrit dans la chair. Il est le témoin silencieux de tout ce qu'on m'a pris, la preuve vivante que je suis une chose qui a été possédée. Les cloches des églises sonnent à midi, mais leur appel à la prière n'est pas pour nous. C'est un son qui appartient à la ville d'en haut, celle des rues pavées et des places propres. Pour nous, c'est seulement le signal d'une courte pause, un moment pour s'asseoir sur un sac de jute et avaler un morceau de pain rassis, les yeux fixés sur le sol poussiéreux. Le bruit du port ne s'arrête jamais vraiment. Il y a les cris des marchands, les ordres aboyés dans des langues que je ne connais pas, le grincement des grues qui hissent les richesses du monde hors des cales des navires. Ce chaos sonore est la musique de notre oppression. Chaque son est un rappel de notre place dans cet ordre. Nous sommes la force brute, les muscles silencieux qui permettent à ce vacarme de commerce et de profit d'exister. Hier, sur la place du marché, ils ont mis un homme au carcan.
Un voleur, disait-on. Je l'ai vu en rentrant du port, la tête et les mains prises dans le bois, exposées à la vue de tous. Les enfants lui jetaient des trognons de légumes, et les femmes respectables détournaient le regard avec un dégoût fin. Son crime n'avait pas d'importance. L'important était le spectacle. C'était un avertissement pour nous tous, qui vivons au bas de l'échelle. Voilà ce qui arrive quand on défie l'ordre. La justice des maîtres est publique, humiliante et conçue pour graver la peur dans les esprits. En le regardant, je n'ai pas vu un criminel. J'ai vu un miroir. J'ai vu la fragilité de ma propre existence et compris à quel point il est facile de passer de l'ombre de l'entrepôt à la lumière crue de la honte publique. Le chemin du retour vers ma cabane est un lent pèlerinage à travers la misère. La journée de travail m'a vidé de toute force, ne laissant qu'une fatigue lourde et amère. Mes pieds s'enfoncent dans la boue des ruelles, où le soleil ne pénètre jamais. L'air y est encore plus vicié qu'au port, un mélange d'eaux usées et de désespoir. Les visages que je croise sont des masques de lassitude, des regards vides qui ne cherchent plus rien. Nous nous croisons sans nous voir, chacun enfermé dans sa propre prison de pauvreté. Le soir ne ramène aucun réconfort, seulement un sursis avant que le cycle ne recommence. La lumière décline, les ombres s'allongent et la ville semble retenir son souffle, comme si elle aussi était épuisée par sa propre cruauté. Mon logis n'est qu'une boîte de planches disjointes, nichée entre deux murs suintants. Le sol est en terre battue, toujours humide. Il n'y a pas de fenêtre, seulement une ouverture basse qui sert de porte. L'odeur de la moisissure et du bois pourri est ma seule compagnie. Une paillasse jetée dans un coin, une couverture fine et rêche, voilà tout mon univers. Le froid de la pierre remonte du sol et s'infiltre dans mes os, un froid que la chaleur de mon propre corps ne parvient jamais à chasser complètement. C'est un lieu fait pour rappeler à l'homme sa condition animale. Un lieu où l'on ne vit pas, on survit. Un lieu où le silence n'est rompu que par le bruit de l'eau qui goutte du toit ou le grattement des rats, mes seuls voisins. C'est le néant que M. Valois m'accorde pour reposer ses outils. La nuit est le moment le plus difficile. L'obscurité n'apporte pas le repos, mais libère les fantômes. Le silence de ma cabane est assourdissant, rempli par le murmure des souvenirs que je passe mes journées à étouffer. Je revois les visages de ma famille, arrachés à moi il y a une éternité. Je ressens la brûlure du foie comme si c'était hier. Et par-dessus tout, je vois son visage à lui, Monsieur Valois. Pas l'homme que je croise parfois sur les quais, mais celui de mes souvenirs, celui qui a prononcé ma condamnation d'un ton calme et glacial. Sa présence hante mes nuits, une ombre menaçante qui me rappelle que même dans cette misérable cabane, même dans mes propres pensées, je ne suis jamais vraiment seul. Je lui appartiens corps et âme, de jour comme de nuit. Ce soir, quelque chose est différent. Allongé dans le noir, j'écoute les bruits familiers de la nuit. Le vent qui s'engouffre dans les ruelles, un cri lointain, le clapotis de l'eau du port. Mais il y a un autre son. Un son faible, presque imperceptible, qui ne devrait pas être là. Ce n'est pas le pas lourd d'un gardien, ni le trottinement d'un animal. C'est un bruit léger, hésitant. Un craquement de branches sèches juste devant ma porte. Un silence. Puis un autre. Mon corps tout entier se fige, chaque muscle tendu. La peur, mon compagnon de toujours, se resserre autour de ma gorge. Ce n'est pas la peur habituelle, la peur sourde du lendemain. C'est une peur nouvelle, aiguë. Quelqu'un est là. Et je sais, avec une certitude terrifiante, que l'ordre fragile de ma survie est sur le point de voler en éclats. Mon sang s'est glacé, non pas aux causes du froid qui sointe du sol, mais par une terreur plus ancienne, plus profonde. Une terreur qui a le goût de la canne à sucre et l'odeur du sang séché sous un soleil impitoyable. Avant Marseille, il y a eu la plantation, un enfer vert où les journées étaient marquées par le sifflement du fouet et les nuits par les pleurs étouffés des hommes brisés. J'ai été banni là-bas sur un simple mot de M. Valois, arraché à la relative pénombre de son service domestique pour être jeté dans la lumière aveuglante des champs. J'y ai laissé des morceaux de mon âme, et les cicatrices sur mon dos ne sont que la carte visible de blessures bien plus profondes.
Revenir ici, à Marseille, n'était pas une libération, mais un simple changement de cage, passant de la fournaise à l'entrepôt humide, de la laisse invisible de la pauvreté. L'homme qui a orchestré cette descente aux enfers est Monsieur Valois. Je le vois rarement maintenant, mais son ombre plane sur chaque aspect de ma vie. Ce n'est pas un homme de crise ou de fureur visible. Sa cruauté est une chose calme, ordonnée, aussi méticuleuse que les registres de comptes qu'il tient pour ses marchandises. Il ne considère pas les hommes comme moi comme des êtres humains, mais comme des actifs, des outils dont il faut mesurer l'usure et le rendement. Dans mes souvenirs de la grande maison, je le revois, assis à son bureau, sa plume grattant le papier, décidant du sort des vies avec la même indifférence qu'il utiliserait pour calculer le prix d'une balle de coton. Son pouvoir ne réside pas dans ses poings, mais dans la structure même de ce monde qu'il a contribué à bâtir, un monde où ma vie a moins de valeur que la soie de ses vêtements. Il est le système fait homme. La porte de ma cabane s'entr'ouvre, un léger grincement qui déchire le silence de la nuit. Une silhouette se glisse à l'intérieur, enveloppée dans une cape sombre. Quand elle en relève le capuchon, la faible lueur de la lune qui filtre à travers les planches disjointes éclaire un visage que je n'aurais jamais cru revoir en ce lieu. C'est elle, Madame Éléonore Valois, l'épouse du maître. Elle semble déplacée, une apparition de porcelaine et de soie dans la crasse de mon abri. L'odeur de la pluie et un parfum subtil de fleurs, si différent de la puanteur de mon univers, l'accompagnent. Ses yeux, immenses et sombres, sont remplis d'une peur qui fait écho à la mienne. Elle tremble, non pas de froid, mais d'une résolution terrifiée. Sa présence ici est une impossibilité, une folie, une violation de toutes les lois écrites et non écrites qui gouvernent nos vies. Même à l'époque où je servais dans leur maison, je la voyais comme une prisonnière. Sa cage était faite d'or et de velours, ses barreaux étaient les règles de l'étiquette et le silence glacial des dîners. Je la voyais assise à l'autre bout de la longue table, un fantôme magnifique, son visage un masque de sérénité qui ne parvenait jamais à cacher la solitude profonde dans son regard. Monsieur Valois lui parlait rarement, et quand il le faisait, c'était avec la condescendance d'un propriétaire s'adressant à un objet de prix. Elle n'avait pas de voix, pas de volonté propre, elle était une autre de ses possessions, la plus belle, la plus prestigieuse, mais une possession tout de même. J'ai vu la douleur silencieuse qu'elle portait en elle, une douleur qui, malgré l'abîme qui nous séparait, me semblait étrangement familière. Je me souviens d'un soir, il y a des années, Monsieur Valois l'avait humiliée devant un invité pour une parole insignifiante. Plus tard, je l'avais trouvé seul dans la bibliothèque, debout près de la fenêtre, pleurant sans un bruit, les larmes coulant sur son visage immobile. Nos regards s'étaient croisés. Je n'étais qu'un jeune esclave, invisible pour la plupart des gens, mais à cet instant, elle m'a vu. Et je l'ai vue. Pas la maîtresse de maison, mais une femme brisée. Je n'ai rien dit, j'ai simplement incliné la tête, un geste de reconnaissance silencieuse de sa souffrance. Ce fut notre seul vrai contact, un moment suspendu hors du temps et de nos conditions, un fil invisible tissé entre deux solitudes. C'est à cause de ce regard, je le sais, que j'ai été envoyé à la plantation. C'est à cause de ce regard qu'elle est ici ce soir. Et maintenant, elle se tient devant moi, dans ce taudis, l'incarnation vivante du danger le plus absolu. Chaque seconde qu'elle passe ici est une pelletée de terre jetée sur ma propre tombe. L'air est lourd, saturé de tout ce qui ne peut être dit. La peur est une chose vivante entre nous, une bête qui nous observe depuis les coins sombres de la cabane. Pourquoi a-t-elle pris un tel risque? Qu'est-ce qui peut pousser une femme de sa condition à chercher un fantôme comme moi dans les entrailles les plus misérables de la ville? Ses lèvres s'entr'ouvrent et elle murmure mon nom, Amadou, comme une prière ou une malédiction. Ce simple son, que je n'avais pas entendu de sa voix depuis une éternité, résonne comme le craquement annonciateur d'un monde sur le point de s'effondrer. Je suis resté figé sur ma paillasse, un animal traqué dans sa tanière. Mon corps, habitué à l'obéissance et à la douleur, refusa de bouger, chaque muscle contracté par une peur si primale qu'elle effaçait toute pensée. L'air de la cabane avait changé. Son parfum de lilas et de linge propre était une violence, une profanation de la misère sacrée de mon refuge.
Elle se tenait là, une apparition lumineuse dans la pénombre, sa cape de velours sombre absorbant la faible clarté de la lune. La propreté de ses mains, la délicatesse de ses traits, tout en elle criait son appartenance à un monde qui m'avait broyé et rejeté. Le silence entre nous était un gouffre, un vide assourdissant où tourbillonnaient des années de hiérarchie, de cruauté et de distance infranchissable. Mon souffle était court, chaque inspiration un effort douloureux, comme si l'air lui-même refusait d'entrer dans les poumons d'un homme en présence d'un tel sacrilège. Sa voix, quand elle a de nouveau murmuré mon nom, fut un frisson le nom de mon échine meurtrie. Amadou, un mot qui n'avait pas sa place sur ses lèvres. L'instinct, plus fort que la surprise, prit le dessus. Je me suis laissé tomber à genoux sur la terre battue, le front presque contre le sol, la posture de l'esclave que l'on ne m'avait jamais permis d'oublier. Les mots sortirent de ma bouche, rauques et étranglés par la terreur. « Madame, par pitié, partez, vous ne pouvez pas être ici. Si l'on vous voit, si quelqu'un sait… » Ma phrase resta en suspens, car la conséquence était impensable, une horreur que même mon esprit habitué aux ténèbres ne pouvait formuler. Je ne pensais pas à elle, ni à son honneur, je pensais au visage calme de Monsieur Valois, à la lenteur calculée avec laquelle il détruirait ce qui me restait de vie pour laver une telle souillure. Elle ne bougea pas. J'entendais le frôlement de son vêtement, un son si étranger dans ce lieu de silence et de crasse. Puis, sa voix, plus ferme cette fois, mais chargée d'une fêlure que je reconnus. « Je ne partirai pas. Je n'ai nulle part d'autre où aller ce soir. » Ces mots étaient une hérésie. Une femme comme elle, maîtresse d'une des plus grandes fortunes de Marseille, n'avait nulle part d'autre où aller. C'était un mensonge si absurde qu'il en devenait presque une vérité. Je sentis sa détresse, non pas comme une information, mais comme une vague de froid qui traversa la pièce. Elle n'était pas venue en maîtresse pour donner un ordre. Elle était venue comme une fugitive cherchant un abri dans le lieu le plus improbable qui soit, le repère même de la chose qu'elle était censée mépriser et ignorer. Mon esprit luttait pour comprendre, tiraillé entre la peur de mourir et une étincelle de pitié. Lentement, défiant chaque fibre de mon être conditionné à la soumission, je relevai la tête. Mes yeux rencontrèrent les siens dans la pénombre, et je le vis. Ce n'était pas le regard vide et distant de la femme qui trônait à la table de son mari. C'était le regard que j'avais vu des années auparavant à travers la vitre de la bibliothèque. Un regard noyé dans une solitude si profonde qu'elle en était un cri muet. Les barreaux de sa cage dorée étaient invisibles, mais je pouvais sentir leur poids, leur froideur. En cet instant, les titres de maîtresse et d'esclave se dissolurent. Je ne vis qu'une âme enchaînée, tout comme la mienne. Nos prisons étaient différentes, la sienne faite de soie et d'attente, la mienne de fer et de labeur, mais la souffrance avait le même visage. Une compréhension silencieuse, terrible et dangereuse passa entre nous. Sans un mot, je me suis relevé, mes genoux tremblants. Je me suis déplacé vers l'ouverture qui me servait de porte et j'ai doucement poussé le panneau de bois pour le fermer, plongeant la cabane dans une obscurité presque totale. Ce geste était une sentence. En la cachant du monde, je nous enfermais tous les deux dans le même secret mortel. Le bruit du loquet qui se met en place résonna comme le claquement d'une porte de cellule. L'air devint encore plus lourd, saturé de notre peur partagée et de l'odeur de la pluie sur sa cape. Nous étions seuls, deux fantômes dans un tombeau improvisé, suspendus dans un moment hors du temps où toutes les lois du monde extérieur avaient cessé d'exister. Et dans ce silence, je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. La tragédie avait frappé à ma porte et je l'avais laissé entrer. Les jours qui suivirent sa première visite furent un supplice d'une nature nouvelle. Le souvenir de sa présence hantait ma cabane, une aberration des sens. Son parfum de lilas s'était accroché aux planches humides, une fragrance spectrale qui luttait contre l'odeur de ma propre misère. Pendant les longues heures de labeur à l'entrepôt, mon esprit n'était plus là. Chaque caisse que je soulevais semblait plus lourde, non pas de son poids réel, mais du poids du secret que je portais. Je n'étais plus seulement Amadou, l'esclave, la bête de somme. J'étais le gardien d'un savoir qui pouvait nous anéantir tous les deux.
Je scrutais les visages autour de moi, cherchant un signe, une lueur de suspicion dans le regard du contremaître ou la curiosité d'un autre travailleur. Mais il n'y avait rien. Pour le monde, j'étais invisible comme toujours, et cette invisibilité, autrefois la malédiction, était devenue mon seul et fragile bouclier. Elle revint. 3 nuits plus tard, le même grincement léger de la porte mal ajustée me tira d'un sommeil agité. Cette fois, la surprise avait cédé la place à une sorte de résignation terrifiée. Je savais qu'elle viendrait, de la même manière qu'un homme condamné sait que le bourreau viendra le chercher à l'aube. Elle se glissa à l'intérieur, plus assurée, moins hésitante. Dans ses mains, elle tenait un petit paquet, enveloppé dans un linge. Elle le déposa près de moi sans un mot. Un morceau de pain blanc, encore tiède, et une fine bougie. Ce n'était pas un don de maîtresse à esclave, pas un acte de charité condescendante. C'était un geste humain, une offrande. En allumant la bougie, une petite flamme vacillante chassa les ombres les plus profondes, et pour la première fois, je pus voir clairement les traits de son visage, marqués par une fatigue qui semblait plus ancienne que ses années. Cette nuit-là, nous avons parlé, ou plutôt, elle a parlé et j'ai écouté. Sa voix était un murmure, une confession fragile dans le silence de mon taudis. Elle ne parlait pas de son mari, ni des détails de sa vie opulente. Elle parlait du vide, du silence des grandes pièces où ses pas résonnaient solitairement, de la lourdeur des tentures de velours qui semblaient absorber tout son d'allégresse. Elle décrivait sa vie comme une longue promenade dans un jardin magnifique mais sans parfum. Une existence où chaque jour était une répétition parfaite et sans âme du précédent. Elle m'a dit qu'elle venait ici non pas pour fuir sa cage dorée, mais pour se souvenir qu'un autre monde existait. Un monde de douleur et de saleté certes, mais un monde réel, où les sentiments n'étaient pas encore morts, étouffés sous la soie et l'étiquette. À mon tour, je lui ai parlé. Les mots sortaient de ma bouche avec difficulté, comme des pierres arrachées à un sol gelé. Je ne lui ai pas raconté la violence des coups ou la cruauté des hommes. Je lui ai parlé de choses plus simples et peut-être plus terribles. Je lui ai parlé du soleil sur la plantation, un disque blanc et impitoyable qui effaçait les couleurs et les pensées, ne laissant que la brûlure et la soif. Je lui ai parlé du silence des champs, un silence seulement rompu par le bruit des machettes et le bourdonnement des insectes, un silence où l'on pouvait sentir sa propre âme se dessécher et mourir un peu plus chaque jour. En parlant, je ne la regardais pas. Je fixais la petite flamme de la bougie et je parlais à ce point de lumière comme si c'était la seule chose au monde capable de comprendre. Nos rencontres devinrent un rituel clandestin, une dangereuse habitude. Chaque nuit où elle venait, le risque grandissait de façon exponentielle. Le port de Marseille ne dormait jamais vraiment. Il y avait toujours des marins ivres, des gardes en patrouille, des ombres qui se glissaient dans les ruelles. Chaque craquement de branches, chaque cri lointain, chaque aboiement de chien nous faisait sursauter, le cœur battant à tout rompre. Nous restions immobiles, retenant notre souffle jusqu'à ce que le silence revienne, plus lourd et plus menaçant qu'avant. La peur était une troisième présence dans la cabane, un loup silencieux assis dans un coin, nous observant de ses yeux jaunes. Elle était le prix de chaque mot échangé, de chaque instant de connexion volé à l'ordre impitoyable du monde. L'intimité qui se tissait entre nous n'était pas faite de contact, mais de vulnérabilité partagée. Nous ne nous sommes jamais touchés. La distance physique entre nous restait infranchissable, un abîme creusé par les lois des hommes et des dieux. Notre proximité était d'une autre nature. Elle résidait dans le souffle que nous pouvions voir se condenser dans l'air froid de la cabane, dans les silences où nos solitudes se reconnaissaient et se saluaient. Je lui racontais des fragments de mon ancienne vie, avant les chênes, des souvenirs flots de ma mère, de l'odeur de la terre après la pluie. Elle me parlait de ses rêves d'enfant, d'un couvent où elle avait été heureuse, d'un livre de poésie qu'elle lisait en secret. Nous nous offrions les morceaux brisés de nos âmes, les seuls biens qui nous appartenaient vraiment. Elle me rendait son monde tangible, et j'en découvrais l'horreur feutrée. Elle décrivit un dîner récent, la lueur des chandeliers se reflétant dans les yeux vides des invités. Les conversations polies qui n'étaient qu'un échange de mensonges codifiés.
Elle me raconta comment son mari avait parlé de ses affaires, de ses navires, de sa cargaison humaine, avec le même ton détaché qu'il aurait utilisé pour parler de balles de coton. Pour la première fois, je compris que sa prison n'était pas seulement faite de solitude, mais aussi de complicité forcée. Elle était assise à la table où se décidait le sort d'hommes comme moi, contrainte au silence, son existence même financée par notre souffrance. Son dégoût était si palpable que je pouvais presque le goûter dans l'air de ma cabane. En retour, je lui ai montré la vérité brute de mon univers. Je lui ai décrit la journée où un homme, à côté de moi, avait eu la main écrasée par une caisse qui avait glissé. Personne ne s'était arrêté. Le contremaître avait simplement haussé les épaules et ordonné à 2 autres de le traîner sur le côté avant de crier pour que le travail reprenne. L'homme n'était qu'une pièce défectueuse dans la grande machine de M. Valois, immédiatement remplaçable. J'ai vu dans ses yeux, à la lueur de la bougie, une horreur et une culpabilité si profondes qu'elle a dû détourner le regard. Elle voyait enfin, non pas à travers les registres de compte de son mari, mais à travers mes mots, le véritable coût de la soie de ses robes et de l'argent de ses couverts. Peu à peu, notre relation se transforma. La curiosité initiale et la pitié mutuelle firent place à quelque chose de plus profond, une nécessité émotionnelle. L'attente de sa venue était la seule chose qui donnait un sens à mes journées de labeur insensé. Sa présence dans ma cabane était une petite flamme qui me réchauffait de l'intérieur, me protégeant du froid constant de mon existence. Pour elle, je crois que j'étais le seul miroir qui ne lui renvoyait pas l'image de Madame Valois, mais celle d'Éléonore, une femme qui souffrait et qui respirait. Nous étions devenus l'encre l'un de l'autre, 2 naufragés s'accrochant à une épave dans un océan de désespoir. C'était une folie, un chemin direct vers le précipice, mais nous étions incapables de faire demi-tour. Une nuit, alors que le vent hurlait à l'extérieur, masquant les bruits du port, nous avons entendu un son tout proche. Ce n'était pas le vent, c'était le craquement net d'une branche sous une botte, suivi d'une tour-roque juste de l'autre côté de la paroi de bois. Nous nous sommes figés instantanément. La flamme de la bougie dansa, projetant nos ombres terrifiées sur les murs. Le sang quitta mon visage, et je vis dans ses yeux écarquillés le reflet de ma propre panique mortelle. Le silence qui s'installa ensuite fut une torture, chaque seconde s'étirant en une éternité. Le bruit ne se répéta pas, mais la menace, jusqu'alors une idée abstraite, venait de prendre corps. Elle était là, juste derrière la porte, écoutant peut-être, attendant. La mort n'était plus une conséquence lointaine, elle venait de frapper à notre porte. Le bruit à l'extérieur s'était tu, mais le silence qu'il laissa derrière lui était pire que n'importe quel son. Il était empli de la menace que nous venions de frôler, une présence palpable qui rampait à travers les fentes des planches et s'enroulait autour de nous. Nous sommes restés immobiles pendant une éternité, nos souffles suspendus, nos corps pétrifiés par un effroi partagé. Dans cette obscurité quasi totale, je pouvais sentir la chaleur de son corps près de moi, une proximité nouvelle et terrifiante née de notre peur commune. L'abîme social qui nous séparait s'était évaporé, remplacé par un gouffre de danger imminent qui nous liait plus intimement que n'importe quel droit ou coutume. La peur avait dissous les barrières. Elle nous avait rendus égaux dans notre condamnation potentielle. Nous n'étions plus maîtresses et esclaves, mais simplement un homme et une femme attendant le coup de hache dans le noir, notre solitude se pressant contre la sienne. Alors que le silence s'éternisait, sa main bougea. Ce ne fut pas un geste délibéré, mais un tremblement, un spasme de terreur pure qui cherchait quelque chose de solide à quoi s'accrocher dans le néant. Sa main rencontra la mienne. Le contact fut un choc électrique, une décharge qui parcourut mon corps tout entier, réveillant des nerfs que je croyais morts depuis longtemps. Sa peau était douce, lisse, si différente de la mienne, qui n'était qu'un réseau de cicatrices et de callosités. Ce simple frôlement était la plus grande des transgressions, un acte plus audacieux et plus irrévocable que toutes ces visites nocturnes. C'était le contact de 2 mondes qui n'auraient jamais dû se toucher. La soie rencontrant la toile rêche, la prison dorée trouvant la main de la cage de fer. Je n'ai pas retiré ma main. Au contraire, mes doigts se sont resserrés sur les siens, un geste de défi désespéré contre le monde qui nous condamnait. Dans la pénombre, je vis son visage se tourner vers le mien.
Ses yeux, immenses et sombres, étaient des puits de désespoir où se reflétait la faible lueur de la lune filtrant à travers le toit. Il n'y eut pas de mots. Les mots étaient inutiles. Ils appartenaient au monde extérieur, le monde des mensonges et des hiérarchies. Ici, dans notre tombeau partagé, seul le langage des âmes brisées avait cours. Elle se pencha vers moi, ou peut-être est-ce moi qui me penchais vers elle, je ne saurais le dire. Nos lèvres se rencontrèrent. Ce ne fut pas un baiser de passion, mais de désolation. Il avait le goût salé de ses larmes silencieuses et de ma propre sueur froide. C'était un sceau posé sur notre destin, un aveu muet que nous étions perdus et que dans cette chute, nous avions choisi de nous tenir l'un à l'autre. C'était le plus doux des poisons, un instant de vie pure au seuil de la mort certaine. Cette nuit-là, les dernières barrières tombèrent. Nos corps, qui avaient tant appris la langue de la douleur et de la soumission, découvrirent un autre dialecte, celui d'une tendresse fragile et urgente. Dans la froideur de ma cabane, nous nous offrîmes la seule chaleur que nous possédions, celle de notre humanité partagée. Chaque caresse était un murmure, chaque contact une confession. Je sentais les cicatrices de mon dos sous ses doigts délicats, et elle ne recula pas. Je sentais les tremblements qui parcouraient son corps, et je compris qu'elle était tout aussi effrayée et seule que moi. Ce n'était pas un acte de luxure, mais un acte de survie, une tentative désespérée de graver la preuve de notre existence dans la chair de l'autre avant que le monde ne nous efface complètement. Nous étions deux naufragés, nous accrochant l'un à l'autre, créant une île éphémère au milieu d'un océan de cruauté, sachant que la marée montait et allait tout emporter. Après, nous sommes restés étendus dans le silence, côte à côte sur ma misérable paillasse. L'air n'était plus chargé de la même peur aiguë, mais d'une certitude lourde et résignée. Le crime avait été commis, l'irréparable était fait. Le parfum de sa peau se mêlait maintenant à l'odeur de terre et de moisissure de ma cabane, une union impossible qui signait notre arrêt de mort. Je pouvais entendre les battements de son cœur, un rythme rapide et fragile à côté du mien. Il n'y avait ni confort ni espoir dans cette proximité. Il y avait seulement la conscience froide que nous venions de transformer une possibilité de tragédie en une certitude absolue. Ce moment de connexion, cette étincelle de vie volée dans les ténèbres, n'était pas une aube. C'était le magnifique et terrible embrasement du bûcher sur lequel nous allions tous périr. Le matin viendrait, et avec lui, le jugement. L'aube qui suivit cette nuit-là n'avait pas la même couleur. Le gris du ciel de Marseille me parut plus lourd, plus cendreux, comme si le monde entier portait le deuil de notre crime. Le travail à l'entrepôt devint un supplice d'une nouvelle sorte. Chaque regard du contremaître, chaque ordre aboyé me semblait chargé d'une signification cachée. Je me sentais nu, comme si le secret de ma chair était inscrit sur mon front, visible à tous. L'odeur de lilas d'Éléonore s'était imprégnée dans ma paillasse, dans mes vêtements rêches, et je la respirais avec un mélange de tendresse et de terreur, craignant que d'autres ne la sentent aussi, ne devinent l'origine de ce parfum impossible dans mon univers de sueur et de crasse. Je n'attendais plus ces visites avec une angoisse mêlée d'espoir, mais avec la certitude résignée d'un homme qui attend l'arrivée du bourreau, sachant que chaque instant volé nous rapprochait un peu plus de la fin. La peur n'était plus une ombre, elle était ma propre peau. 2 nuits plus tard, elle revint. La porte grinça comme à son habitude, mais mon cœur ne bondit pas de la même manière. Il se serra dans une étreinte de glace. Elle se glissa à l'intérieur, une silhouette sombre contre la faible lueur du port. Mais alors qu'elle refermait la porte derrière elle, je vis autre chose. Une fraction de seconde, une forme qui se détachait de l'ombre d'un tonneau voisin, un mouvement furtif et délibéré. Mon sang se figea dans mes veines. C'était lui, le contremaître. Il n'avait pas crié, il n'avait pas fait un geste vers nous. Il s'était contenté de regarder, son visage un masque indistinct dans l'obscurité. Puis il avait reculé, se fondant de nouveau dans la nuit. Il savait. Ce n'était pas une suspicion, c'était une certitude gravée au fer rouge dans mon esprit. Le loup avait vu les agneaux se rencontrer, et il n'avait plus qu'à attendre le moment propice pour avertir le maître du troupeau. Le lendemain, le soleil se leva sur mon exécution lente. À l'entrepôt, l'air était électrique. Le contremaître m'ignora d'abord, ce qui était pire que ses insultes habituelles. Son silence était un carcan invisible autour de mon cou. Puis, au milieu de la journée, il s'approcha de moi.
Il ne me frappa pas, il ne cria pas. Il se pencha simplement, son souffle aigre sur mon visage, et murmura, assez bas pour que personne d'autre n'entende. « Les nuits sont fraîches. Une maîtresse devrait se garder de prendre froid dans de si pauvres demeures. » Puis, il eut un petit rire gras, un son qui scella ma damnation. Il ne me regardait plus comme un esclave, mais comme une chose qu'il possédait désormais par le secret. Il savourait son pouvoir, le pouvoir de vie et de mort qu'il détenait sur moi, et par extension, sur elle. J'étais un pion dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles, un jeu qui ne pouvait se terminer que par ma destruction. Les jours devinrent une torture de l'attente. Chaque heure qui passait était une goutte de venin de plus dans mes veines. Je ne savais pas ce que le contremaître comptait faire. Allait-il parler à M. Valois? Allait-il tenter de faire chanter Éléonore? L'incertitude me rongeait l'âme. Je ne pouvais plus la voir, je ne pouvais plus la prévenir. Toute tentative de contact serait une confirmation de notre culpabilité. J'étais seul avec ce savoir empoisonné, piégé dans le silence de ma condition. Je la voyais parfois passer en calèche, son visage pâle et lointain derrière la vitre, et une douleur sourde me tordait les entrailles. Elle ne savait pas. Elle vivait ses derniers jours de paix relative, tandis que je savais que l'épée de Damoclès était suspendue au-dessus de nos têtes, retenue par le fil pourri de la cupidité ou de la cruauté d'un seul homme. Le monde continuait de tourner, mais le mien s'était arrêté, figé dans l'instant où j'avais vu cette ombre se détacher de la nuit. La fin arriva un soir, non pas avec le fracas d'un orage, mais avec la froideur d'une nouvelle chuchotée. Un des autres travailleurs, en rentrant du port, annonça que le navire de M. Valois avait été aperçu au large, de retour de son voyage d'affaires avec 2 semaines d'avance. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, une source d'agitation pour les uns, d'indifférence pour les autres. Pour moi, ce fut le son du glas. Son retour inattendu ne pouvait signifier qu'une chose. Le contremaître avait agi. Il avait envoyé un message, il avait vendu son secret au prix fort. Monsieur Valois ne revenait pas pour ses affaires, il revenait pour laver son honneur dans le sang. En entendant le nom du navire, je sentis le sol se dérober sous mes pieds. La tragédie n'était plus une menace, une possibilité. Elle avait un nom, une date d'arrivée. Elle était sur cette mer, naviguant vers moi, inéluctable et affamée. Le jour où le navire de M. Valois jeta l'ancre dans le port, un silence étrange tomba sur les quais. Le vent lui-même semblait retenir son souffle. Je le vis descendre la passerelle, une silhouette rigide vêtée de noir, son visage une pierre dure que le voyage n'avait pas adouci. Il ne regardait ni la foule, ni les marchandises qu'on déchargeait pour lui. Ses yeux balayaient le port comme un général inspectant un champ de bataille avant de prononcer une sentence. Le contremaître, qui s'était précipité pour l'accueillir, courbait l'échine si bas qu'il semblait vouloir embrasser la terre. Un mot fut échangé, un simple murmure, et le regard du contremaître se tourna vers moi, à travers la distance et la foule. Il n'y avait ni triomphe ni pitié dans ce regard, seulement la confirmation froide et impersonnelle d'une transaction achevée. J'étais la marchandise qui venait d'être livrée. Mon corps devint lourd, chaque membre pesant une tonne de certitude glacée. La tragédie n'arrivait plus, elle était là. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 hommes de la garde personnelle de M. Valois, des brutes au visage fermé, vinrent me chercher à la fin de la journée. Ils ne dirent rien. Leurs mains se posèrent sur mes bras avec la fermeté du fer, et ils me conduisirent hors de l'entrepôt, à travers les ruelles boueuses où j'avais si souvent marché en homme presque libre. Les autres travailleurs détournaient le regard, leur visage un mélange de peur et d'une curiosité morbide. Ils ne voulaient pas être associés à celui qui était tombé. En traversant la ville, passant de la misère des bas-fonds au luxe des avenues pavées, je sentis le monde se diviser en 2. Il y avait le monde des vivants, qui respirait et espérait encore, et il y avait moi, un fantôme marchant vers sa propre tombe. Le silence de mes gardiens était plus terrifiant que n'importe quel cri, car il était le silence de l'ordre, de la procédure, de la fin inéluctable. On me fit entrer dans la grande maison par la porte de service, mais on me mena au salon principal. C'était une pièce que je n'avais connue que comme un serviteur invisible. Elle était là, Éléonore. Debout, près de la cheminée éteinte, vêtue d'une simple robe grise, elle ressemblait à une statue de marbre, belle et déjà morte. Monsieur Valois était assis derrière son grand bureau de chêne, ses mains jointes devant lui. Il ne leva pas la voix.
Sa cruauté était, comme toujours, une chose calme et ordonnée. Il nous regarda l'un après l'autre, un long moment, savourant son pouvoir. « Il a souillé ma maison », dit-il en me désignant, mais sans jamais me regarder directement. Il parlait de moi comme d'une tache sur un tapis. Puis son regard se posa sur sa femme. « Et vous, madame, vous avez oublié que même la plus belle des porcelaines, lorsqu'elle est fissurée, ne vaut plus rien. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement le mépris total d'un homme qui jette un objet cassé. Sa sentence tomba dans le silence glacial du salon. Pour elle, ce ne serait pas la mort, mais l'effacement. « Vous êtes malade, déclara-t-il d'un ton clinique. Votre esprit vous a quitté. Un long séjour à la campagne, dans une institution où l'on prendra soin de vous, vous fera le plus grand bien. » Il la condamnait à une prison dont on ne revient jamais, l'asile des femmes que l'on voulait faire taire. Son nom serait effacé, sa présence oubliée, sa folie une explication commode pour couvrir l'opprobre. Puis il se tourna enfin vers moi. « Quant à cette chose, elle ne mérite pas une mort rapide. Elle retournera d'où elle vient. J'ai des amis dans les îles qui savent comment rappeler à une bête ce qu'est la discipline. » Je sentis un froid plus profond que la mort m'envahir. Il ne me tuait pas. Il me renvoyait en enfer, à une vie de souffrance si totale qu'elle anéantirait jusqu'au souvenir de l'homme que j'avais été. C'était une vengeance parfaite, méticuleuse dans sa cruauté. Les gardes me saisirent de nouveau. Alors qu'ils me tiraient hors de la pièce, mon regard croisa celui d'Éléonore pour la dernière fois. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux, plus de larmes, seulement un vide immense, insondable. Elle ne me regardait pas, elle regardait à travers moi, déjà partie, déjà enfermée dans la forteresse de son silence. Peut-être était-ce sa seule et dernière rébellion, refuser de lui donner la satisfaction de voir sa douleur. Ce regard vide me entra plus que le souvenir de ses baisers. On me jeta dans une cave humide pour la nuit. Les coups de fouet qui suivirent dans la cour à l'aube n'étaient qu'un prélude. La douleur physique était presque une délivrance, car elle me ramenait à une réalité que je connaissais, une souffrance simple comparée au supplice de l'âme que je venais d'endurer. Chaque coup de lanière gravait dans ma chair non pas mon crime, mais le prix de son nom. Avant qu'on ne me traîne sur de navires qui attendaient au port, j'entendis des bribes de conversation entre les marins. Ils parlaient de la grande dame de la maison Valois, devenue folle du jour au lendemain. On disait qu'elle ne parlait plus, qu'elle ne mangeait plus, qu'elle passait ses journées assise à une fenêtre, le regard fixé sur un point invisible. Une calèche discrète l'aurait emmenée avant l'aube vers un couvent transformé en maison de repos pour les dames de la haute société dont l'esprit était fragile. La vérité de M. Valois était devenue la vérité du monde. Elle avait été effacée, son histoire réécrite, sa voix étouffée pour toujours sous le poids de la bienséance et du pouvoir masculin. Elle n'était plus Éléonore, elle n'était plus rien, et ce néant était la dernière et la plus terrible des violences qu'on lui infligeait. Son silence était le triomphe final de son mari. Me voici maintenant, enchaîné dans la cale d'un navire qui fend les flots vers un horizon de désespoir. L'odeur de la misère humaine et du bois pourri est la même que celle de ma cabane, mais il n'y a plus aucun espoir de visite nocturne. Il n'y a plus que l'obscurité, le roulis incessant et le souvenir d'une petite flamme de bougie qui a tenté de défier la nuit. Nous n'avons pas été détruits pour notre amour, mais pour notre humanité. Notre crime n'a pas été de nous toucher, mais de nous voir. Dans un monde bâti sur le mensonge qu'un homme peut posséder un autre, la simple reconnaissance d'une âme sœur dans le regard de l'interdit est une hérésie qui doit être purgée. Son souvenir est la seule chose qu'il me reste, une braise mourante dans le froid de mon anéantissement. Écoutez bien ces histoires chuchotées dans les cales des navires et les silences des asiles. Écoutez-les, avant que le grand silence de l'oubli ne nous engloutisse tous.